La question de savoir si on renonce ne se pose pas pour moi. Pourquoi elle ne se pose pas? Parce que vis-à-vis de son pays, on a des devoirs, on n'a pas des droits. Bonsoir, bienvenue à vous en direct sur Public Sénat, édition spéciale ce soir autour de la riposte de Nicolas Sarkozy. Au lendemain de sa mise en examen pour corruption active et trafic d'influence, l'ancien président contre-attaque. Il dénonce une instrumentalisation politique d'une partie de la justice. Lors d'un entretien accordé à nos confrères de TF1 et d'Europe 1, l'ex-chef de l'État se dit choqué et parle d'une volonté de l'humilier. Il s'en prend directement au syndicat de la magistrature et accuse de mensonge le gouvernement. C'est sa première interview depuis son départ de l'Élysée. On va consacrer notre édition à l'analyse de cette contre-offensive médiatique et judiciaire à venir, au rapport avec la justice et aux conséquences politiques, bien sûr, à droite comme à gauche de cette riposte ce soir. Le tout avec le club d'éditorialistes du 22h. Claude Veil, Christine Claire, André Berkoff, Bruno Jeudi et Guillaume Tabar vont nous rejoindre. Voilà pour le programme de cette édition spéciale. Merci d'être en notre compagnie ce soir. Et on va tout de suite regarder un extrait de l'interview accordée par Nicolas Sarkozy à TF1 et Europe 1. L'ex-président se dit choqué par sa garde à vue de 15 heures hier. Il parle d'une volonté de l'humilier. On l'écoute. Il y a eu une volonté de m'humilier en me convoquant sur le statut de la garde à vue, qui n'est pas un statut normal. Monsieur Cahuzac, le ministre du Budget de M. Hollande, qui était en charge de la lutte contre la fraude fiscale, et à qui on a découvert un compte en Suisse, n'a pas fait une seconde de garde à vue. Je ne le lui souhaite pas, mais je considère qu'il est anormal que moi qui ai un casier judiciaire vierge, depuis le temps qu'on cherche des comptes dans tous les pays, que j'aurais détenu et qu'on n'en a jamais trouvé, et pour cause, est-il normal d'être traité comme ça? Mais des centaines de devais-je absolument être emmené sous la conduite de 5 policiers dans un véhicule de police pour rencontrer ces 2 magistrats à 2 h du matin? Ne pouvaient-elles pas me convoquer? Et est-ce que vous pensez que les chefs d'accusation contre vous étaient déjà anticipés, qu'elles avaient décidé avant de vous voir? Écoutez, ces chefs d'accusation sont grotesques. Et c'est donc ce soir une contre-offensive de la part de l'ancien président et une charge contre la magistrature ou une partie de celle-ci qui serait, selon Nicolas Sarkozy, instrumentalisée politiquement. L'ex-chef de l'État ne retient pas ses coups, comme il l'avait d'ailleurs fait à 2 jours des municipales dans sa tribune au Figaro. Il veut, dit-il, prendre à témoin les Français. Analyse du fond et de la forme de cet entretien ce soir avec Mounir Soussi. Regardez. Une interview télévisée à 1 heure de grande écoute, ce n'était sûrement pas comme cela que Nicolas Sarkozy imaginait son grand retour médiatique. Premier objectif de cette prise de parole, prendre les Français à témoin. Je suis profondément choqué de ce qui s'est passé. Et je ne demande aucun privilège. Et si j'ai commis des fautes, j'en assumerai toutes les conséquences. La stratégie de défense de l'ancien président, c'est l'attaque. Face aux journalistes, Nicolas Sarkozy se montre offensif contre les juges qu'il accuse d'être partisans et contre le gouvernement qu'il soupçonne d'être complice. Il y a une instrumentalisation de la justice, les choses sont claires. Madame Taubira, garde des Sceaux, sur le plateau de M. Bollon, a été convaincue de mensonges. Vous savez comme moi que M. Valls a menti lorsqu'il était ministre de l'Intérieur. 15 heures de garde à vue, des écoutes téléphoniques, Nicolas Sarkozy se pose en victime et dénonce un acharnement de la justice à des fins politiques. L'ancien président, avocat de formation, annonce même une contre-attaque judiciaire. Est-il normal qu'on poursuive les écoutes sur l'ancien chef de l'État, qui pourra avoir demain des responsabilités d'opposition? Cette phrase est destinée à tous ceux qui l'ont enterré politiquement. Il a même fixé un agenda. Il s'exprimera finalement sur son retour à la rentrée prochaine. 2 mois pour savoir si sa riposte a convaincu. Voilà, et cette riposte intervient donc au lendemain de la mise en examen de Nicolas Sarkozy dans cette affaire de trafic d'influence présumé. L'ex-chef de l'État a voulu réagir vite et autour de lui, les réactions de son camp sont plutôt contrastées. Si son cercle rapproché dénonce un acharnement judiciaire, d'autres, comme Alain Juppé, rappellent son amitié pour l'ancien président. François Fillon, quant à lui, estime sur son blog que jusqu'à preuve du contraire, Nicolas Sarkozy est innocent. À gauche à présent, Manuel Valls qualifie cette mise en examen de situation grave. On voit tout cela avec Paul Bouffard.
Un ex-président mis en examen et certains prennent déjà leur distance. Alain Juppé, membre du triumvirat de l'UMP, reste prudent. Je dirais simplement que j'ai une pensée amicale pour Nicolas Sarkozy parce que ce sont toujours des moments sur le plan humain extrêmement difficiles et éprouvants. Par ailleurs, comme tout citoyen, il est présumé innocent. Il a indiqué que sa défense allait apporter des preuves de cette innocence, donc que la procédure judiciaire se déroule. Vous le croyez vraiment innocent? Je n'ai pas d'autres commentaires à faire. Voilà. Aujourd'hui au Sénat, le soutien est minimal. Peu de sénateurs de droite se laissent approcher pour commenter. Mais pour Gérard Larcher, la procédure basculerait presque dans de l'acharnement. Alors que tout est public, je ne comprends pas très bien ce que veut dire la privation temporaire de liberté. Parce que je pense que la procédure, alors que tout est public, et que je rappelle que la procédure de garde à vue, c'est pour éviter des fuites. Donc je trouve tout ça un peu disproportionné. Très tôt, c'est le Premier ministre qui a réagi en direct. Pour Manuel Valls, les faits sont graves. Cela concerne des magistrats, de hauts magistrats, un avocat, un ancien président de la République. Mais moi, comme chef du gouvernement, je dois m'en tenir au rappel des principes. Principe d'indépendance de la justice, qui doit pouvoir accomplir son travail sereinement. Personne n'est au-dessus des lois, deuxième principe. Et puis ensuite, il y a évidemment, et c'est important de le rappeler, la présomption d'innocence. Salle des 4 colonnes de l'Assemblée nationale, il y a tout de même les fidèles, ils y croient toujours. De toute façon, les militants UMP, non seulement n'accusent pas Sarkozy, mais vont au contraire avoir tendance à le défendre. Je pense que Nicolas Sarkozy sera vraisemblablement, s'il est candidat à l'UMP, il sera largement majoritaire. Réponse peut-être ce soir à 20h. Nicolas Sarkozy s'exprimera pour la première fois à la télévision depuis qu'il a quitté ses fonctions en mai 2012. La suite du 22h et comme tous les mercredis, c'est le club d'éditorialistes consacré ce soir bien sûr à la contre-offensive de Nicolas Sarkozy. On en parle avec nos invités, la journaliste politique Christine Clair. Bonsoir et bienvenue. Avec nous également Guillaume Tabar. Bonsoir. Bonsoir Sonia. Rédacteur en chef au service politique du Figaro. Nous accompagne le journaliste Claude Veil. Bonsoir. Bonsoir Sonia. Et le journaliste et écrivain André Berkoff. Bonsoir. Bonsoir Sonia. Bienvenue à vous tous. Alors bien sûr, on va parler du fond, de la contre-attaque, de la charge portée contre la magistrature, en tous les cas une partie de celle-ci. Mais d'abord, je voulais vous poser la question, bien sûr, la forme, le ton. Dans quel état d'esprit avez-vous trouvé l'ancien président de la République, Guillaume Tabar? D'abord, il faut rappeler tout simplement que c'était la première fois, depuis sa défaite de mai 2012, qu'il s'exprimait publiquement dans une émission de télévision et de radio. Ça peut paraître étonnant de rappeler ça, parce qu'on a le sentiment en fait, que depuis 2 ans, il ne nous a pas vraiment quittés. Pendant 2 ans, on a parlé beaucoup de Sarkozy, il a beaucoup fait parler de lui, il a beaucoup fait parler par l'intermédiaire de ses proches, d'articles de journaux, mais en expression directe face aux Français, c'est la première fois, c'est quand même un événement. Alors, ce qui est sûr, c'est que dans ses projets initiaux, c'était sans doute pas pour parler d'affaires qu'il avait prévu de faire son retour, mais avec Sarkozy, il s'adapte aux circonstances et là, il y avait urgence pour lui à s'expliquer sur ce dossier. Alors, je reste toujours sur la forme. Christine Clair, il ne retient pas du tout ses coups. On va en parler, Nicolas Sarkozy. Vous diriez qu'il est combatif sans être agressif ou c'est clairement un fauve blessé qui se défend avec autant d'énergie qu'il a été attaqué? Oui, sur la forme, c'est un sportif en forme. D'abord, on se dit tout de même, il a subi tout ça cette nuit. Bon, il est plutôt bien. D'abord, il s'est rasé, ce qui veut dire... il s'est rasé cette barbe de 3 jours ou de 8 jours de repris de justice. Bon, là, ça veut dire qu'on franchit une étape. Ensuite, il s'est tout de même appliqué justement à ne pas avoir de mots de colère excessive. Bien sûr, il a voulu passer un message, instrumentalisation de la justice, mais il n'y a pas eu d'excès qu'on puisse lui reprocher, comme lui reproche à Manuel Valls d'avoir parlé de faits extrêmement graves. Donc c'était quand même à la fois la maîtrise et l'énergie. Bon, on avait un peu oublié, on avait vu un Sarkozy un peu agité qui trouvait toutes les occasions d'annoncer son retour. Et là, on se disait tout de même, c'est un bon sportif. Il a un bon entraînement. Il est Restons fort. sur la forme de cette table. Regardez André Berkoff, on va jeter un coup d'œil à la caricature d'Hervé Baudry, la première de ce journal. Bonsoir Sonia. Bonsoir Hervé Baudry. Tiens, je ne vous ai pas présenté. Non, mais je vais vous mettre au garde à vue. C'est parce que vous êtes
Oh, pas 15 heures, s'il vous plaît. Alors, on va regarder cette première caricature, la voici. Après les drôles de dames, on a les drôles de messieurs, donc Boulot et El Kabache, nos confrères, là, qui eux ont fait que 30 minutes, pas 15 heures. Hein, mais les questions étaient peut-être plus... que nos magistrats. Sur la forme, alors. Non, sur la forme, ça m'a vraiment intéressé parce que c'est vraiment un... Il a fait guerrier Aikido, hein. Il a lu Sun Tzu, il a lu Clausewitz et il a vu quelques beaux films de boxe thaï. Et en fait, il a fait de ses faiblesses une force, en deux mots. C'est-à-dire, il répliquait sur quoi? Il a dit, le judiciaire, c'est pas mon problème, en deux mots. Hein, voilà. C'est l'intendance. Ce qui est important, c'est le politique. C'est-à-dire qu'il a vraiment attaqué politiquement, que ce soit la magistrature, enfin les magistrates, que ce soit Valls, que ce soit etc. C'est-à-dire c'est l'animal politique, blessé ou pas blessé, certes, mais enfin l'animal politique qui répondait et qui a bien annoncé la couleur. Style, je reviens. Sarkozy 2, le retour. Pas mieux, tout est dit. Combatif, maîtrisé, rasé, c'était très important parce que d'abord, il voulait en effet pas avoir l'air de, il voulait pas avoir une tête de repris de justice. Et puis parce que souvenez-vous qu'il avait dit que le jour où il se raserait, ça signifierait quelque chose. Ça signifierait qu'il revient et il revient. Il revient pas dans les circonstances qu'il avait choisies, mais il revient. Et je l'ai trouvé au meilleur de son métier d'avocat, parce qu'en réalité c'était aussi une plaidoirie. Il l'a rappelé d'ailleurs, il a dit je suis avocat. Une plaidoirie très combative où il s'est farci, oui, les juges, il s'est farci le gouvernement, et il a essayé, pas maladroitement, de se victimiser, d'apparaître, et je suppose que c'est un discours qui porte dans le fan club Sarkozy, comme la victime d'une machination ourdie par le Alors justement, Guillaume Tabar, sur syndicat cette de charge dont parle échevelés. Claude Veil, charge lourde, directe, sans nuance aussi, contre les deux magistrates qui instruisent cette affaire. Il parle d'une volonté d'être humilié. Il n'est pas au-dessus des lois, mais il n'est pas au-dessous non plus, dit-il. Oui, c'est le message qu'il voulait repasser. Alors, vous avez remarqué comment les deux magistrates, il les a toujours appelées ces dames, ces deux dames. Volonté un peu de les mettre à distance et de les réduire, même pas leur fonction judiciaire. Voilà, ces deux dames qui voulaient... voilà, c'était deux petits pois féminins, je ne sais pas comment on décline ça au féminin. Deux petites poisses. Voilà, sinon il fallait qu'il soit quand même sur cette ligne de crête un peu délicate, qui était d'argumenter sur le fond et de ne rien céder sur le fond de l'affaire, et de montrer, comme il a dit, qu'il était la victime d'une instrumentalisation politique, en même temps sans aller à la faute de déraper. D'ailleurs, Christian l'a bien dit, ici, c'est contenu. Il a même pas parlé, dans sa tribune au Figaro, en mois de mars, il avait parlé de la Stasi. Là, il est resté très analytique pour contester presque point par point le contenu de son audition. Alors, contre-offensif médiatique, contre-offensif politique et judiciaire, et aussi, on l'a dit, donc je viens de le dire, politique, message adressé à Christiane Taubira, Emmanuel Valls directement. On va l'écouter sur ce sujet, vous réagirez juste après. Vous savez comme moi que M. Valls a menti lorsqu'il était ministre de l'Intérieur. D'ailleurs, je suis très étonné. Ce matin même, M. Valls dit « Les faits qui sont reprochés à Nicolas Sarkozy sont très graves ». Vous pensez qu'il connaît, vous pensez qu'il connaît le dossier, Pardon, une partie du dossier? À moi de poser la question. Qu'en sait-il? A-t-il eu les juges au téléphone? Lui a-t-on fait un rapport? Claude Veil. Oui, quelle est la question? Ben justement, ce sont ces questions qui sont posées. Il était mal éclairé, hein. Ça m'a frappé C'est beaucoup. cette chose, allez, répondez-moi sur le fond. Sur quoi? Sur le fond, sur ces questions qui sont posées, sur cette attaque directe et politique de la ministre de la Justice, également de celui qui était ministre de l'Intérieur, Manuel Valls. Il y a beaucoup de jeux dans tout ça, et de part et d'autre, et tout le monde est dans... Moi, ce qui m'intéresse, c'est le dossier. Et le dossier, je suis comme vous, je ne le connais pas. Mais il a dit deux choses que je trouve très intéressantes, et si elles sont vraies, qui sont quand même de nature à changer le regard le jugement qu'on peut porter sur l'affaire. Il dit, il y a une écoute qui, elle, bizarrement, n'a pas fuité, dans lequel je dis explicitement à mon ami Maître Herzog, non, je n'interviendrai pas pour Azibert. Si c'est vrai que la construction sur... Si c'est vrai, je n'ai pas écouté. Que la construction sur la corruption et le trafic d'influence devient extraordinairement fragile. Il dit une deuxième chose, il dit, je suis arrivé donc de ces 16h ou 17h d'interrogatoire devant ces dames, qui avaient devant elles un rapport de 45 pages, si ma mémoire est bonne. Elles ne l'ont même pas ouvert, elles m'ont prononcé la mise en examen. Ça veut dire donc que l'interrogatoire de police, en réalité, était de pure forme, et qu'avant même de le convoquer, elles étaient déjà résolues
à le mettre en examen et qu'elle se fichait éperdument de ce qu'il allait dire ou pas dire aux policiers. Donc voilà, moi je trouve que ça, c'est des éléments factuels. Moi je m'intéresse beaucoup aux factuels dans cette affaire. Parce qu'on est dans une affaire politico-machin, etc. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est que, ou bien, et dans l'état actuel des choses, je ne sais pas trancher, ou bien en effet, il y a acharnement de juges sur un dossier fragile et une mise en examen qui vise à humilier, ou bien il y a vraiment des choses dans le dossier, et c'est gravissime, comme le disait Valls, parce que ça met en cause des magistrats au plus haut degré de la hiérarchie judiciaire. Je crois qu'il y a eu quand même quelque chose d'assez vraiment bizarre dans cette histoire qui dure quand même depuis quelques années. Si on regarde la totalité des affaires, Karachi, l'arbitrage Tapi, la Libye, Clearstream, faut pas oublier, même si c'était avant, etc. Et Bettencourt, bien sûr, et autres. On a l'impression à chaque fois qu'il y a vraiment un emballement politico-médiatique extrêmement fort sur regardez, il y a ça. Moi, je me rappelle quand même de Ziad Takedine affirmant, je ne sais pas dans quel, c'était chez Cherokee ou ailleurs, enfin, oui, j'ai les preuves, j'ai les preuves, j'ai les preuves. Jamais on a vu le commencement d'une preuve. Vous dites que certaines affaires font pchit. Et que certaines affaires, non seulement certaines affaires vont pchit, mais je veux dire, moi, ce qui m'a absolument fasciné dans cette histoire de mise en examen, là, c'est qu'ils accusent donc, et je reprends ce que disait Claude Ben, Azibert, donc corruption, et puis l'autre histoire, c'était qu'il y avait trafic d'influence, et surtout, alors, excusez-moi, violation du secret de l'instruction. Mais permettez à la France entière de rire sur le secret de l'instruction. Pourquoi donc? Dites-nous. Pourquoi? Parce qu'il est violé quotidiennement. Enfin, écoutez, il n'existe plus le secret de l'instruction. Je ne vais pas citer les noms des journaux qui ont directement des journaux, les juges, les policiers, etc., participent de la chose générale. Il faut arrêter cette hypocrisie. La violation du secret de l'instruction quand on accuse Sarkozy, alors qu'il est violé tous les jours, du matin au soir depuis des années, il faut quand même arrêter l'hypocrisie. Alors regardez la caricature d'Hervé Baudry sur les juges et la charge. Regardez Guillaume Tabar. En ce moment, il y a quelques juges encore qui peuvent, à son œil, être intéressants. Guillaume Tabar, on a dit contre-offensive médiatique, judiciaire et politique, mais c'est aussi une intervention qui est adressée à son camp, aux militants, aux sympathisants, aux partisans. Comment peuvent-ils recevoir aujourd'hui cette interview? Je crois effectivement que l'un des buts premiers de Nicolas Sarkozy, c'était de retrouver un lien direct avec les Français. Car qu'est-ce qui se passait depuis quelques semaines et avant même qu'on apprenne sa garde à vue et sa mise en examen dans cette affaire précise? Sa cote commençait à s'éroder auprès des sympathisants UMP. Son retour ne paraissait plus aussi naturel, aussi évident. L'idée que je reviens et tout le monde se retire était devenue caduque. Bon, Alain Juppé progressait, François Fillon présentait un programme, Bruno Le Maire pariait sur le nouveau, etc. Donc il n'y avait plus une évidence Sarkozy. Bon. Et on a vu que lorsqu'il a été mis en cause, notamment sur ses frais de campagne, on n'a pas vu une armée d'élus, de dirigeants UMP volés à son secours. Bon. Donc il y avait le risque pour lui que s'étiole ce qui faisait sa force, à savoir cet ascendant sur l'opinion et en particulier sur les militants de droite. Et donc il a décidé de passer directement, puisqu'il n'y a plus personne pour le défendre, il a voulu faire le travail lui-même. Vous savez, c'est une phrase qu'il dit souvent, il dit faut que je fasse tout moi-même. Hein. Avec lui, souvent les autres étaient un peu nuls et lui seul savait faire. Là il dit je vais le faire moi-même. Et je pense qu'il a voulu remontrer aux Français, remontrer en particulier à ses sympathisants, de quoi il est capable. Et Christine l'a dit, c'est un bon sportif, c'est un bon avocat, on l'a vu combatif, on l'a vu vraiment argumenter sur ce point. Bon guerrier, mais pardonnez-moi, bousculé, parce que depuis 2 ans, il n'avait pas, bousculé, il s'était empêché de s'exprimer, c'est un retour précipité dans l'arène. Cela dit, on peut dire que c'est un champion et en même temps ne pas avoir envie de voter pour lui. Parce que, c'est sûr qu'il réplique bien, mais je doute fort qu'il remobilise l'ensemble de l'électorat droit. Bien sûr qu'il y a un noyau dur qui va être scandalisé, la justice, Taubira, etc. Et Hollande qui est derrière, parce que continuellement, moi j'avais en tête le grand débat de mai 2012, continuellement on sent en ligne de mire Hollande derrière tout ça. Il y a la revanche, il y a le duel qui se prépare. Les deux côtés, absolument. Les deux côtés. Mais ça va remobiliser les adhérents, vous parlez des sympathisants, je crois surtout des militants de l'UMP. Combien sont-ils? On ne le sait même pas. J'ai posé la question à Jean-Pierre Raffarin, on ne sait plus qui est à jour des cotisations. Moins de 200 000 probablement. Peut-être à peine un peu plus de 100 000. Bon, c'est pas les 17-18 millions d'électeurs. Eux, les 18 millions d'électeurs, on peut dire
dire chapeau l'artiste, et en même temps, il y en a un peu assez de toutes ces histoires. C'est un homme qui traînera toujours, qui suscite de l'électricité, et qui traînera éternellement des affaires. Alors, justifié, pas justifié, mais on peut en être un peu fatigué. Et là, je pense qu'on est au bord de la fatigue. Regardez Christine, regardez. C'est un vrai combattant, un vrai fighter, comme disent les jeunes. C'est qu'il part quand même à la guerre avec un 2 de trèfle. Là. C'est très très compliqué ce qu'il a fait. Rien ne se passe comme il l'avait prévu. Mais justement, il avait ce pacte avec Copé qui gardait le parti au chaud. Et puis le jour où lui le décidait, il descendait de l'Olympe, tout le monde s'écartait et il apparaissait en majesté. Rien. Copé s'est effondré, à ce moment-là, il a changé de pied immédiatement, et tout de suite il a dit, ok, puisqu'il n'y a plus de Copé, je prends le parti. À ce moment-là, il s'est heurté immédiatement, tout le monde a levé les herses, les jeunes, le maire, etc., et puis les anciens, Juppé, Fillon, etc. Donc il s'est rendu compte qu'en fait, il avait en face de lui, la caricature d'Hervé. Sarkozy. Et là, moi, ce qui m'a quand même le plus impressionné, puisqu'on parle de politique pure, encore une fois, le dossier juridique, il va suivre son cours, et ça durera longtemps. Si on parle de politique pure, ce qui était impressionnant depuis hier, c'est le silence. Qu'est-ce qu'ils ont... Quand Juppé et Fillon sont intervenus, c'était quoi? C'était pour dire, adresser des condoléances, quasiment. C'était chez Fleuris pour aller acheter la couronne. Voilà, c'était avec Fleur et couronne. Pour revenir à ça. Et même sa garde rapprochée a fait quasiment le service minimum. Et cet après-midi à l'Assemblée nationale ou au Sénat, c'était respect de l'indépendance de la justice, des affaires de... Claude, regardez justement la caricature d'Hervé Baudry sur ce que vous dites qui illustre vos propos. Et oui, et là justement, ils avaient commencé presque à changer la serrure aussi. Là, on les entend... On les entend pas, hein. Oui, mais on les entend. Il faut quand même rappeler une chose, c'est que dans ce contexte-là, il faut rappeler que Sarkozy, lui, s'il allait revenir, c'était revenir pas du tout pour reprendre l'UMP, pas de primaire, je reviens, tous autour de ralliez-vous à mon panache blanc, et c'était ça, hein, pendant très longtemps. Puis il a vu qu'il y avait quoi, le bal des ambitions, forcément. Que ce soit Fillon, qui a souffert, je le rappelle, 5 ans sous l'occupation sarkozyste, quand même beaucoup, 5 ans, c'est long. Je rappelle Raffarin, bon lui, Raffarin, il sera chez vous, donc tout va bien. Xavier Bertrand, tu as oublié la Rolling Stone, Xavier Bertrand. Alors chez vous, c'est au Sénat, vous parlez du Sénat, c'est différent, oui. Je préfère préciser parce qu'il ne va pas animer avec moi une émission. Chez vous, pour aller chez vous. Donc pour revenir à ça, simplement, et puis arrive cette cascade absolument totale, et en disant, allez, haro sur le Sarko, ce pelé, ce galop, d'où nous vient tout le mal. Donc là, et il n'est jamais si fort, et on le sait, c'est pas nouveau, il n'est jamais si fort que quand il est absolument le dos au mur. On dit, c'est fini, la bête est blessée, on va l'achever, c'est le moment, allons-y. Et là, il renaît de ses cendres tel le phénix et il repart sur le sentier de la guerre. Et d'ailleurs, il a dit, pas question de renoncer, pas de renoncement. Guillaume Tabar, rien ne devrait l'arrêter, sauf qu'il y a quand même cette épée de Damoclès judiciaire sur sa tête. En tous les cas, la machine est enclenchée, même si sa décision viendra, pardonnez-moi. Il a prononcé un mot à la fin, qui était le mot d'espérance, puisque vous l'avez noté, exactement. Une espérance, et qu'on ne voit pas jusqu'à présent où est l'espérance qu'il peut susciter, puisqu'il n'y a pas de projet. Ah oui, non, mais l'objectif premier, d'ailleurs, c'est vrai pour lui, c'est vrai aussi pour tous les autres, c'est quand même cette question de la présidence de l'UMP, parce que c'est vrai, il n'est pas naïf. Qu'est-ce que c'est l'UMP? C'est une vieille bagnole pourrie. Il a peut-être intérêt à créer un autre parti, non? Peut-être, mais d'ailleurs, c'est qu'à faire. Dans sa tête, le scénario est prêt. Il le raconte assez aisément. Novembre, il est élu président de l'UMP. Décembre, il change tout. Le nom du parti, il fait une grande coalition en essayant de ratisser vers le centre-gauche, mais aussi peut-être en tirant aussi un peu à droite. Il change les méthodes, il change les cadres. Bon, enfin, on verra ce qui change ou ne change pas. En tout cas, il y a volonté de tout changer. Mais il faut bien voir que ce parti, même cabossé, même vidé de sa substance, vidé de ses militants, ça reste quand même le parti dominant de l'opposition. Et celui qui sera élu en novembre, quel qu'il soit, ce sera le patron de l'opposition. C'est lui qui sera quand même dans les médias pour animer le débat. Guillaume Tabar, vous n'envisagez pas qu'il y ait une stratégie de contournement de ce parti qui reste donc selon vous justement une voie ou un chemin incontournable pour revenir en tous les cas à droite? En tout cas, chronologiquement, il faut bien commencer par ça. Vous savez, il faut rappeler Chirac-Balladur. Quand tout le monde donnait Balladur gagnant. Rappelez-vous que Chirac traînait dans les sondages. Et on disait quand même à l'époque, certains disaient, attendez, Chirac, elle a le parti.
Balladur n'a pas le parti. Et Chirac, arrive, ouais. Or, sans parti, c'est pas possible. Maintenant, juste un mais mot quel par rapport à parti? ce que Combien de disait Christine. divisions, vous dit Christine Claire? Mais vous Que savez, représente encore ce parti? le pape, combien de divisions? Mais vous savez c'est très bien, c'est les ailes de papillon qui créent les tsunamis. Donc, les combien de divisions? Mais j'allais répondre aussi à Christine. Moi, je suis très frappé. Alors, on va pas non plus opposer réseaux sociaux et autres. Mais quand vous allez dans les réseaux sociaux, vous regardez, c'est extraordinaire de voir quand même l'appétit de Sarkozy, ou en tout cas, la fidélité à Sarkozy. Je ne parle pas des mains du temps MP. C'est très, très frappant de voir l'enthousiasme que malgré tout, il continue à susciter. Oui, mais non. C'est très... Oui, non, d'une certaine façon, je pense que l'affaire va réactiver la sarcostalgie. Oui. Mais elle était très en perte de vitesse. Elle était en perte de vitesse. Y compris parmi les lecteurs de la presse de droite, quand on regardait sur les sites, quand on regardait les commentaires, etc., on voyait bien qu'il y avait une usure, que sa stratégie d'attente, elle finissait par fatiguer mais Claude, tout le là, ça monde, revient, hein. et que l'espace était en train de se faire refermer sur lui. J'ai une question pour vous tous, d'ailleurs, un tour de table avant de parler des autres dossiers dans lesquels le nom de Nicolas Sarkozy est cité. Guillaume Tabar, alors la question ne lui a pas été posée, et puis c'était peut-être pas l'occasion, mais il n'y a pas eu de réponse sur l'état de la France, que vivent les Français. Il a esquissé un moment, il est vrai, mais est-ce que pour une grande majorité, eh bien cela peut paraître pour « je défends mon cas » et après on verra? Bien sûr, le vrai problème, c'est que Nicolas Sarkozy a parlé de lui et pas de la France. Bon. Mais vous me direz qu'en ce moment, à l'UMP, les gens ne parlent que d'eux-mêmes. Alors, on sait tout à l'heure François Fillon qui a fait une percée sur la question du programme économique. Et c'est vrai que c'est une nouveauté, mais sinon, on n'est que dans la stratégie. Bon, vous me direz qu'à gauche, en ce moment, c'est pas beaucoup mieux. Bon, c'est une faiblesse, mais je pense, une fois encore, il séquence les choses. Il sait, bien sûr, s'il avait eu à choisir, il n'aurait pas choisi de revenir sur une mise en cause judiciaire. Il aurait choisi... Bon, mais oui. puisqu'il n'a pas l'autre choix, il s'empare de cette question. Il cherche à retourner la situation. Je ne dis pas qu'il va y arriver, mais en tout cas, s'il n'avait rien fait, je pense qu'il était très rapidement laminé. Là, mine de rien, il y a encore 15 jours, on disait Sarkozy n'est qu'une pièce dans le jeu et peut-être plus la pièce maîtresse. Là, il a bousculé tout le jeu. Qu'est-ce qui se passe? On le fait ce soir. De quoi parle-t-on? De lui. De toute façon, ça reste un newsmaker exceptionnel. Tout ce qui touche à Sarkozy crée un arc électrique dans l'opinion publique. Quand Fillon, la semaine dernière, qui avait mal choisi cette semaine, il ignorait qu'il y avait une Coupe du Monde de foot, annonce son programme, ça fait pas 2 lignes dans les journaux, tout le monde s'en fiche. Et puis Sarko, il n'y a rien à faire. Non, mais en plus, il attire la lumière. Quoi. En plus, il fallait que Sarko ne parle. Il fallait. Non, mais attendez. Il fallait que Sarko ne parle que de lui, là. Non, pardon. Parce que s'il avait parlé d'autre chose, on dirait ah, vous voulez dissimuler. Vous ne voulez pas parler de vos affaires parce que vous êtes troublé par vos affaires, vous êtes embarrassé par vos affaires, donc il avait intérêt, lui, à tout dire. Ce qui est ennuyeux pour lui, c'est d'être obligé de parler que de lui au fil des mois, parce qu'avec les 5 affaires en boucle... Alors, puisqu'on a été gentil jusqu'ici, on peut dire qu'il a été bon sur l'offensive, c'est là-dedans général qu'il excelle, sur l'offensive, je veux dire, à l'attaque, il a été bon, sur la défensive, il a été très mauvais. Son système de défense sur Big Balion était extraordinairement fragile. Quand il nous a dit « mon nom n'est pas prononcé dans le dossier », il a dit si la société Big Balion a fait des systèmes de fausses factures à l'UMP, ses dirigeants pourraient déposer plainte. Là encore, finalement, c'est l'attaque. Tout ce qu'il nous a dit est totalement contradictoire avec tout ce qu'on entend et tout ce qu'on lit par ailleurs. Ça veut pas dire. Et quand il nous a dit sur Karachi, ça vous a pas frappé? À un moment donné, il a dit à Valls, comment sait-il que... Est-ce qu'il aurait des dossiers? Mais lui, Sarkozy, comment sait-il que son nom n'est pas dans le dossier Karachi? Il y a beaucoup de questions. Alors, il y a beaucoup de questions. On va poursuivre notre débat, évidemment, notre édition spéciale. Il y a ce dossier de trafic d'influence présumé, mais ce n'est pas le seul dossier. Il y en a d'autres où le nom de Nicolas Sarkozy est cité et où il pourrait être menacé. Retour justement sur ces affaires judiciaires avec Julie Hulin. Regardez. Le voici devenu le premier président mis en garde à vue. Après Jacques Chirac, sera-t-il le deuxième à être condamné? Le nom de Nicolas Sarkozy apparaît aujourd'hui dans un grand nombre d'affaires judiciaires. La plus récente, Big Balion. La société surfacturait des prestations à l'UMP, des sommes qui auraient servi à masquer les frais de campagne de 2012 de Nicolas Sarkozy. Une information judiciaire a été ouverte pour faux et usage de faux, abus de confiance et tentative d'escroquerie. Selon Jérôme Lavrieux, ex-directeur de cabinet de Jean-François Copé, Nicolas Sarkozy n'était pas au courant. Compte de campagne encore, avec la possibilité de financement illicite de la campagne de 2007 par la Libye de Mouammar Kadhafi. Les juges enquêtent depuis mars 2013. Nicolas Sarkozy est soupçonné d'avoir reçu un financement occulte de 50 millions d'euros. Autre dossier en cours, l'affaire des sondages de l'Élysée. Une enquête ouverte en octobre 2012. Nicolas Sarkozy est directement soupçonné d'avoir favorisé son ancien conseiller Patrick Buisson
en confiant à sa société Publifact de lucratifs contrats sans appel d'offres. 8 autres instituts de sondage sont concernés. Autre dossier sensible, l'affaire Tapie. En juillet 2008, un arbitrage a accordé 403 millions d'euros à Bernard Tapie après un litige avec le Crédit Lyonnais sur la revente d'Adidas. 5 personnes sont mises en examen pour escroquerie en bande organisée dans cette affaire. Nicolas Sarkozy est soupçonné d'avoir fait pression sur sa ministre Christine Lagarde pour obtenir cet arbitrage. Cerné par les affaires, l'ancien président résiste, mais la posture de l'homme providentiel semble aujourd'hui bien amoindrie. Et notre édition spéciale, bien sûr, se poursuit avec toujours André Berkoff, Guillaume Tabar, Claude Veil, mon complice Hervé Baudry, notre dessinateur. Et on accueille avec grand plaisir Bruno Jeudi. Bonsoir Bruno, bonsoir. Rédacteur en chef au Journal du Dimanche. Cette interview croisée, Bruno, TF1, Europe 1. Est-ce que c'est celle, selon vous, d'un homme politique qui est déjà rentré dans l'arène pour mener un combat politique, justement ? Oui, ça ne fait pas beaucoup de doute après ces 20 minutes d'intervention où il a bien pris soin d'abord d'être sur le terrain judiciaire, mais on a très vite compris que c'était sur le terrain politique. Il n'a pas parlé du président de la République, il l'appelle que Monsieur Hollande. Ça, c'est le premier point. Il l'a appelé 3 fois Monsieur Hollande. C'était évidemment en filigrane de toute cette intervention. Et puis, vous l'avez dit, il s'en est pris assez violemment à Manuel Valls, qu'il a accusé de mensonge. Et il a rappelé évidemment Madame Taubira à ses mensonges sur le début de l'affaire, qui lui ont valu... et sur le même plateau. Et sur le même plateau, qui lui ont valu cette garde à vue hier soir. Mais globalement, moi j'ai trouvé, juste pour faire suite, j'ai trouvé qu'il était plutôt convaincant dans la première partie sur l'affaire qui lui vaut cette mise en examen. En revanche, sur la deuxième partie, je l'ai trouvé beaucoup plus flou sur Big Malion. Et c'est l'autre affaire qui risque de l'embarrasser à la rentrée. Oui, qui est la plus conséquente et qui, en tous les cas, qui le met en rapport direct avec les sympathisants, les militants, en tous les cas, parce que elle touche à ce lien particulier qu'il a avec il ne faut pas oublier qu'il y a un an, presque jour pour jour, c'était le lancement du Sarcoton, qui était fait pour rembourser le dépassement de campagne. Les militants ont versé leur obol, presque 11 millions d'euros de collectés. Aujourd'hui, il y a même presque des soupçons sur la réalité de ce Sarcoton. Donc un an après, il y a des militants d'ailleurs qui ont déchiré leur carte, qui n'ont pas adhéré à nouveau à l'UMP. On sait que le nombre de militants est en baisse de manière importante. Donc effectivement, il y a un trouble et Nicolas Sarkozy le sait bien tout ça. Donc il essaie de revenir. Je pense que ce soir, c'était une opération pour finalement se tester auprès de l'opinion. Au-delà de la dénonciation politique, il y avait une façon de se tester. Regardez la caricature d'Hervé Baudry, puisque vous parlez de tests auprès des Français. Quand il a cité, je prends les Français à témoin, je dis ça y est, il va nous encore demander de l'argent. C'est toujours... La vérité de ces 5 ou 6 dossiers que votre consoeur a évoqués, c'est que dans tout ça, rien n'est pour le moment concluant. Il n'a été condamné à rien, la plupart des dossiers, il n'est même pas encore mis en examen, mais ça lui tourne autour comme des guêpes et il n'arrive pas à se dépêtrer de ce truc. Il est devenu un type dangereux. Pour l'UMP, il est devenu candidat risqué, disons, un candidat à risque. Que dangereux. Il est devenu un candidat à risque, c'est-à-dire est-ce qu'on peut vraiment se fier à lui compte tenu de tout ce qui tourne autour de lui. C'est ce qu'a dit hier d'ailleurs un député UMP, Philippe Gosselin, il a dit il y a un risque à avoir Nicolas Sarkozy comme candidat en 2017. Parce que même si rien n'est avéré, démontré, et ça va traîner, ça va durer des mois et des années, aucune de ces instructions ne va être close dans les 15 jours qui viennent. Sauf si effectivement on trouve rien. Et franchement, vous connaissez les juges, ils peuvent faire traîner ça 5 ans. C'est vrai, non, mais je veux dire, les inconvénients, oui, mais auprès de l'opinion publique, en tout cas d'une certaine opinion publique, les inconvénients peuvent se transformer en avantage. Oui, mais... Si vraiment il n'y a rien, on dira, mais attendez, ce type, vous le poursuivez depuis 10 ans, vous ne démontrerez jamais. Oui, mais le rythme médiatique, André Berkoff de la justice et des médias n'est pas le même. Ce qui lui revient aujourd'hui en boomerang, c'est des années de liaisons dangereuses, avec Tapie, les affaires Courroy, Madame Bettencourt, Kadhafi. Tant que Claude Veil, on sait qu'auprès de l'opinion de droite, s'attaquer aux juges, c'est quelque chose qui marche assez bien. Et Nicolas Sarkozy le sait, il touche là quelque chose qui va fonctionner auprès de l'opinion de droite. Je ne parle pas sur l'ensemble des Français, mais ça, s'en prendre aux juges, l'impartialité des juges... Il aurait besoin, pour rebondir, vraiment de purger ses affaires, et je crois qu'il aura beaucoup de mal. Peut-être, mais en revanche, vous voyez, quand il cite Cahuzac, quand il dit comment ça se fait que Cahuzac, qui avait un compte en Suisse et Singapour, n'a pas du tout, n'a pas fait 1 minute de garde à vue et moi, sur lequel on n'a rien prouvé, et oui, il marque un point. Il avait avoué finalement, Cahuzac. Il a avoué sur le champ. Si Sarkozy n'a rien à avouer, tout est là.
Non. Donc il marque certains points, puis il y a quand même beaucoup d'interrogations encore en suspens. Et puis il y a la réaction bien du pouvoir, de la gauche à présent. Guillaume Tabar, il a quand même parlé, vous l'avez dit, de Monsieur Hollande, François Hollande, qui n'intervient pas directement, évidemment, mais il a dit ce matin au Conseil des ministres que les deux grands principes sur lesquels il s'appuyait durant son quinquennat, c'est bien sûr l'indépendance de la justice et la présomption d'innocence. Malgré tout, le gouvernement, le pouvoir est tiré dans cette affaire. Nicolas Sarkozy joue à ce jeu de ping-pong. Comment ne pas y répondre? Il les cherche, il les trouve. Il les trouve, oui. Et là, le gouvernement lui-même s'est quand même mis dans une situation un petit peu embarrassante pour lui. Il s'est mis à la faute lors de la révélation des fameuses écoutes, puisque il l'a rappelé, et là c'est un boulevard pour lui, Christiane Taubira a menti. Et c'est vrai que tout le monde s'est focalisé sur Christiane Taubira. En plus, elle a eu la bonne idée de brandir à la télévision les papiers qui prouvaient qu'elle mentait. En plus, cette attaque Taubira, je veux dire, à droite, ça marche assez facilement. Mais là, c'est vrai que c'est nouveau ce soir. Il a ciblé Manuel Valls, et de la même manière, Madame Taubira a menti, Monsieur Valls a menti. Or, jusqu'à présent, dans cette affaire-là, Manuel Valls était plutôt passé à travers les gouttes. Pourquoi? Parce que lorsqu'il y a une polémique, il y a toujours un paratonnerre, il y a une personne qui prend. Là, c'était Taubira. Et on avait oublié que, quasiment dans le même moment, Manuel Valls, ministre de l'Intérieur, avait dit aussi qu'il n'avait été strictement qu'il avait appris tout cela dans le quotidien Le Monde à l'époque. Il ne le prend pas là-dessus, là, ce soir. Là, il le soupçonne, en parlant de faits graves, il le soupçonne de connaître le contenu du dossier. C'est moins efficace. Quand il dit Manuel Valls a menti, c'est sur la révélation des écoutes téléphoniques. Et ensuite, c'est vrai qu'il le cherche sur un autre point. Manuel Valls qui dit les faits qui sont graves. Bon, il dit mais de quel fait parle-t-il? Ça veut dire qu'il a... Bon, là, on voit toute la rhétorique de l'avocat. L'avocat, exactement. Et la manière de faire Sarkozy qui s'appuie toujours sur la moindre petite faute sémantique de quelqu'un. Bon, et une fois qu'il tient ça, il ne lâche pas. Regardez la caricature d'Hervé Baudry, justement. Il a cité aussi qu'il y avait quand même il y avait quand même des policiers qui le poursuivaient et des juges Saint-Jarel. Et là, moi, ça m'a fait penser un petit peu au Tour de France, toujours, avec le contre-la-montre. Oui, c'est un contre-la-montre. Et là, il joue un petit peu. Voilà, il joue un petit peu. Bruno Genet, c'est un contre-la-montre, vous l'avez dit, Hervé, avec les juges, avec les policiers, et aussi avec les ténors de l'UMP, le triumvirat. C'est une guerre de mouvement qui est en train de s'accélérer également. Là, je pense que c'est le premier jour à peu près d'une cinquantaine qui vont se dérouler jusqu'à l'annonce de sa probable candidature à l'UMP, fin août, début septembre. C'est le délai qu'il s'est donné. Et c'est vrai que pendant cette période-là, on va voir si Nicolas Sarkozy, à la fois, continue encore sa candidature probable, Bruno, à la présidence de l'UMP. Oui. Moi, je crois que... il dit probable, il est prudent. Je crois qu'elle ne fait pas beaucoup de doutes après ce qu'il a dit ce soir. C'est ce qu'il sera en état de. Plus que probable. C'est pas ce qu'il a envie d'eux, c'est ce qu'il sera en état de. Ce soir, il a clairement dit que la question de renoncer ne se pose pas pour lui. Donc, j'ai plutôt le sentiment. En revanche, il faut que cette période de cet été lui permette de recoller aussi, d'être encore un peu plus haut dans les sondages. Guillaume Tabar le disait tout à l'heure, il a un petit peu décroché ces derniers temps. Et regardez, tout le monde regardez le tweet à l'instant. En fait, il y a donc une heure de Nicolas Sarkozy. J'aime passionnément mon pays et je ne suis pas un homme qui se décourage. S'il y avait encore un doute. Pas de renoncement. Donc. C'est signé NS. Et on sait bien que sur Twitter, lorsqu'il y a les initiales, ça veut dire que celui qui a le compte s'engage et signe personnellement. Ça, je suis absolument déterminé. La question n'est pas est-ce qu'il est déterminé, il l'est. La question, c'est est-ce qu'il sera en état de... Messieurs, Nicolas Sarkozy avait quand même savamment, je vais vous laisser intervenir, André Berkoff, élaborer une stratégie du retour, ce qu'on avait appelé la stratégie de la carte postale ou des petits cailloux blancs. Et l'ancien président apparaissait ponctuellement à l'occasion, on se souvient, d'une remise d'une décoration, d'un déplacement à l'étranger. Et de cette manière, il restait présent dans l'esprit des Français sans prendre la parole. Retour justement sur cette stratégie avec Mounir Soussi. On en parle juste après avec vous. Depuis son départ de l'Elysée, Nicolas Sarkozy avait adopté une stratégie de communication progressive et étudiée. Sa première sortie, il l'avait faite sobrement en publiant un communiqué sur la crise syrienne. Mais très vite, l'ancien président a multiplié les apparitions semi-publiques très relayées par les médias. Conférences, inaugurations, sorties privées, ces événements lui ont permis de semer des messages sur son éventuel retour, comme lors de cette visite en Charente-Maritime où un de ses anciens ministres résume la méthode. Nicolas Sarkozy, lui, a choisi un système complètement différent. Il s'est retiré et puis il envoie de ci, de là, ce que vous appelez, vous, les journalistes, des cartes postales. Des courriers comme autant de messages subliminaux pour ne pas disparaître du jeu politique. Et pour entretenir la flamme, Nicolas Sarkozy peut toujours compter sur ses plus fidèles amis, transformés en porte-parole officieux. Je ne veux pas devancer ce que sera la volonté de Nicolas Sarkozy le moment venu. Je sais que le sarkozysme a été une rupture pour notre pays. Récemment, l'ancien président a multiplié les tribunes dans la presse, dans le Figaro pour répondre aux affaires et dans le Point sur la question européenne. Son interview de ce soir marque peut-être une étape décisive dans son agenda médiatique, une étape contrainte et forcée.
Voilà, fin peut-être de la stratégie de la carte postale, puisque c'est un retour aujourd'hui qui est peut-être contrarié, mais en tout cas qui est précipité. Ça, mais là, il faut faire un petit cours de mythique, vous savez, le côté je fais ma cour. Sarkozy faisait sa cour par SMS. Okay, petit SMS par-ci, ce qu'ils appellent des cartes postales, petit SMS par-là. Je suis là, je me rappelle à votre bon souvenir. Évidemment, ça va pas très bien, mais je suis là. Et puis de temps en temps, des grandes tirades sur l'Europe ou sur regarder qui je suis. Et puis à un moment donné, il y a eu ça. Il y a eu mise en examen, il y a eu garde à vue. Et là, ce n'est plus la petite cour ravissante, hein, c'est l'attaque massive. C'est le côté de toc et c'est un blitzkrieg. C'est une espèce de blitzkrieg, mais un blitzkrieg qui va prendre, et ça je rejoins, beaucoup de temps. C'est un blitzkrieg qui va prendre beaucoup de temps. Tout ça, c'est de la pure politique, et avec ça, je suis totalement d'accord avec vous. Mais la question, elle est juridique. C'est-à-dire que soit dans les semaines qui viennent, il demande et obtient le dessaisissement des juges qu'il a mis en cause ce soir, et il obtient un non-lieu ou la levée de sa mise en examen, soit il ne pourra pas être candidat. Je ne vois pas comment l'UMP, même s'ils sont totalement aveuglés par l'adoration de Sarkozy, pourrait élire président un homme qui est sous le coup d'une mise en examen pour corruption et trafic d'influence. C'est pas possible. Et pourquoi ça ne serait pas levé d'ici 2 mois? Ah, c'est la question. C'est la question. Mais c'est court, hein. Les vacances judiciaires commencent, je vous rappelle. Mais moi, c'est ce que je vous dis. Je pense qu'on est entré dans une période d'une cinquantaine de jours où il teste à la fois l'opinion de droite. Bon, là, il a des chances d'être assez satisfait rapidement. En même temps, il se donne quand même un délai pour essayer à la fois de dessaisir les juges. Je ne sais pas s'il aura le temps. Et puis surtout voir comment évolue un peu Big Malion. Ça lui laisse quand même. Donc 50 jours décisifs. 50-60 jours assez décisifs. Après, il se lancera. Et aussi, ça permet de voir aussi comment vont réagir ses concurrents, puisqu'il y a quand même Alain Juppé. Alors, il n'ira pas. François Fillon, probablement pas, mais on n'en sait rien. Xavier Bertrand et d'autres. Alors, on parle beaucoup de ce qui se passe en France, évidemment. Il y a aussi ce qui se passe à l'étranger et les réactions à l'étranger, parce qu'évidemment, cette mise en examen, cette garde à vue hier, a fait les titres de la presse étrangère. On va les voir un petit peu. Il y a le New York Times, il y a le Pays, il y a le Die Welt. En Allemagne, Guillaume Tabar, pour ce président, justement, qui multiplie les déplacements à la rencontre d'actuels ou d'anciens présidents, quel peut être l'impact sur son image également? Une fois encore, ce qui compte, c'est quand même l'impact auprès des électeurs français. La presse internationale peut dire ce qu'elle veut, on peut dire que ça peut être gênant, handicapant en termes d'image, mais c'est pas la presse internationale qui fait l'opinion des électeurs français. C'est vrai pour Nicolas Sarkozy, c'est vrai pour François Hollande de la même manière. Quand même à l'international, c'est toujours important quand on veut revenir en termes de statut international. La chance de Nicolas Sarkozy, c'est que voilà, elle est acquise. Il a été président de la République, il a donc côtoyé ses homologues chefs d'État. Il reste aujourd'hui en contact avec eux. On voyait défiler des images, on le voit avec Rajoy, on le voit avec Obama, avec Merkel, etc. Bon, donc je pense que cette question de ce qui fait la stature d'un homme d'État, pour lui, c'est quelque chose d'acquis. Il n'a pas, c'est une chance pour lui, il n'a pas à se battre sur ce front-là. Et regardez, André, juste un instant, regardez la caricature d'Hervé. Il se faisait aussi connaître pour animer de nombreux séminaires, donc assez cher payé, paraît-il. La cote va baisser. Juste un mot par rapport à ça quand même, parce qu'il y a un bémol quand même qui a joué. C'est quand même un ancien président de la République. Chirac avait été mis en examen, mais on sait ce qui s'est passé, c'était 20 ans après. Moi, j'ai été très frappé. J'ai eu des gens des États-Unis, des journalistes, hein, qui m'ont appelé et m'ont dit alors Sarko est en prison. C'est-à-dire de l'extérieur quand même. Et oui, l'image, ça a été, je vous assure, perçu en disant garde à vue, ça veut dire prison. C'était fait pour. C'est l'équivalent français du plein pot américain, évidemment. Était-ce vraiment nécessaire? Alors, maintenant, messieurs, regardez, comme tous les mercredis, c'est votre revue de presse des hebdos en France. On va commencer avec Valeurs actuelles. On va la voir. Seul contre tous, juge, Hollande, UMP. Il ne faut jamais attaquer un fauve blessé. Bruno, je dis oui, c'est un grand fauve et qui est blessé. J'allais dire, il y a l'odeur du sang aujourd'hui. Un grand fauve, oui, une bête politique, ça c'est sûr. Fauve, je ne sais pas, blessé, oui, blessé, on l'a vu ce soir. Finalement, il s'est tapé 15 heures de garde à vue. Sans courir. Je crois qu'il a été 27 minutes dans l'ascenseur bloqué, on imagine l'état. Et ce qu'il a fait là, c'est ce qu'il n'avait pas fait les fois précédentes. Il n'avait pas voulu, il avait résisté à ses conseillers, ses conseillers ne voulaient pas qu'il intervienne, et ce soir, il leur a dit non, j'y vais. Et regardez l'Express, et ce titre qui a provoqué quand même beaucoup de réactions, l'emmerdeuse à propos de Ségolène Royal. Ça vous choque, Guillaume Tabar? Il faut juste rappeler, d'ailleurs, nos confrères de l'Express l'ont rappelé même, il y a quelques temps, Le Point a fait sa une avec François Bayrou, avec comme titre l'emmerdeur. Bon, l'idée est la même, c'est l'emmerdeur ou l'emmerdeuse, c'est quand même quelqu'un qui
qui compte dans le jeu et qui empêche de tourner en rond. Donc ça n'est pas et que regardez, péjoratif. notre une à nous avec Hervé Baudry, on va la voir tout de suite. Après l'emmerdeuse, il y a, le voici l'emmerdé. Et on finit avec le Nouvel Observateur et sa une. Regardez, le Nouvel Observateur, sa une, tout s'addicte. À quoi? Eh bien à tout en fait, aux jeux, aux séries télé, aux smartphones. J'étais sûre que vous allez retenir ça, André Berkoff. Merci messieurs d'avoir participé à cette édition spéciale. Merci Hervé Baudry. C'est un plaisir, comme d'habitude. À bientôt. Allez, c'est la fin de cette édition spéciale. Belle et douce nuit à vous. À demain, avec plaisir, bien sûr.